Bonsoir. Le tremblement de terre du Caire, les secours s'organisent dans des conditions difficiles. Plus d'une centaine d'immeubles se sont effondrés. Bonsoir. Le juge Van Ruymbeck va poursuivre l'instruction du dossier Urba Sagesse. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de 6 inculpés. L'Italie en panne, grève générale tournante dans tout le pays aujourd'hui, incident violent à Milan. L'Akatsuki Maru, bateau fantôme, le cargo japonais qui doit prendre livraison d'1,5 tonne de plutonium reste invisible. Les écologistes, eux, manifestent. Les opérations de secours et de sauvetage s'organisent en Égypte. 24 heures après la catastrophe, opération difficile dans une ville encore sous le choc. Beaucoup d'immeubles se sont effondrés. Les bilans restent contradictoires. Dans l'après-midi, on avait d'abord parlé d'1 millier de morts. Ce soir, les autorités parlent officiellement de 402 morts. Et devant l'ampleur de la catastrophe, Hosni Moubarak, le président égyptien, a interrompu un voyage à l'étranger pour entrer de toute urgence dans son pays. Ce soir, les autorités prennent véritablement conscience de la gravité du séisme. Un document amateur tourné quelques secondes après la secousse le confirme. Anne Gouraud. Le séisme de 5,5 sur l'échelle de Richter vient tout juste de se produire. Partout dans la ville du Caire, filmée par cette caméra amateur, les clameurs s'élèvent au milieu d'un gigantesque nuage de poussière. Près de 200 immeubles viennent de s'effondrer en 1 minute. Sous les gravats gisent des milliers de personnes, mortes ou blessées, victimes du plus grave tremblement de terre de l'histoire du pays. Parmi elles, de nombreux écoliers piétinés dans la bousculade. Toute la nuit, toute la journée, les sauveteurs ont poursuivi les recherches dans les quartiers pauvres du Caire partiellement détruits. Recherche sans illusion, retrouver des survivants 24 heures après le séisme serait miraculeux. Les travaux de déblaiement s'avèrent difficiles dans un pays sous-équipé et peu préparé à faire face à un séisme. Il faut toutefois compter avec l'aide internationale. L'Algérie, la Chine et Israël ont notamment proposé de participer aux opérations. Une équipe de secouristes français est déjà à pied d'œuvre avec des chiens de recherche et 8 tonnes de matériel. La population, quant à elle, s'apprête à passer une seconde nuit dans la rue, car la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Beaucoup ici sont persuadés de l'imminence d'un deuxième tremblement de terre. Le juge Van Ruymbeck garde le dossier Urba Sagesse. L'affaire s'est enrichie aujourd'hui d'un épisode supplémentaire. Un recours avait été déposé par les avocats de plusieurs inculpés. Pour eux, le juge Jean-Pierre avait commis dès le début de toute cette affaire plusieurs fautes de procédure. Et pour statuer sur cette affaire, la Cour de cassation s'est réunie toute l'après-midi. Elle a pris cette décision il y a seulement quelques minutes. La cassation est rejetée. Alain Chabot, Christophe Hérault. C'est à 14 h que la chambre criminelle de la Cour de cassation a commencé l'examen du pourvoi présenté par la défense. Un pourvoi qui dénombrait pas moins de 6 irrégularités dans la procédure du juge Jean-Pierre, à en croire les avocats des inculpés. Des avocats qui ont eu des mots très durs pour le magistrat instructeur qualifié de shérif et accusé de détournement de procédure. Si un juge d'instruction se permet de faire des choses pareilles, c'en est fait des libertés publiques, parce que n'importe quelle personne inculpée d'une infraction quelconque pourra être l'objet de sa vindicte, pourra être mis en prison, pourra être poursuivi pendant des semaines, des mois, des années, à la seule initiative du juge d'instruction. L'avocat général avait demandé le rejet pur et simple du pourvoi. Ce soir, la Cour l'a suivi dans ses réquisitions. Le juge Van Ruymbeck pourra donc poursuivre son travail. Le magistrat qui, avant même que soit connue la décision, se refusait à toute polémique. Nous prendrons acte de la décision de la Cour de cassation. C'est la Cour suprême. Nous sommes dans un état de droit. Un an d'enquête pour en arriver là? Je n'ai rien à déclarer. La décision vient donc d'être annoncée il y a seulement quelques minutes. Nous retrouvons en direct au palais de justice Albert Ripamonti. Alors Albert, on vient de l'entendre, les avocats des inculpés avaient plaidé finalement le principe face à un juge qui aurait trop de pouvoir. Oui, tout à fait Marc. Alors ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le juge Van Ruymbeck va donc, vous l'avez entendu, pouvoir continuer à instruire tranquillement son dossier. Les juges de la Cour suprême ont conclu cet après-midi, ce soir même, au rejet pur et simple des 6 moyens de cassation invoqués par les inculpés de l'affaire Urba Sagesse. Cela signifie donc que la procédure initiée en janvier 91 par le juge Thierry Jean-Pierre, une procédure pourtant controversée, cette procédure aux yeux des magistrats de la Cour suprême n'est pas entachée d'irrégularité. Le juge Jean-Pierre n'a pas outrepassé ses droits, il n'a pas violé les droits de la défense. Conséquence, disent les juges de la Cour suprême, il convient de ne pas annuler sa procédure. Le juge Van Ruymbeck va donc pouvoir continuer à instruire ce dossier Urba Sagesse. La voie est libre désormais, mais les avocats des inculpés nous ont confié dans les couloirs de la chambre criminelle que le combat continuait pour eux.
Albert Parmentier, merci. Première réaction recueillie à la fin de l'audience, celle de maître Francis Spinner, l'un des avocats des 6 inculpés qui se sont pourvus en cassation. Maître Francis Spinner qui proteste. Je viens de prendre connaissance de cet arrêt. Sur certains points, je le trouve grave pour la démocratie, puisque la Cour de cassation a refusé d'examiner le fait qu'un magistrat puisse écrire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Cela dit, le combat continue pour nous. Moi, j'ai l'intention de saisir la Cour européenne d'une part, et deuxièmement, de prendre dans les jours qui viennent des initiatives auprès de M. Van Ruijnbeek, parce que nous n'abandonnerons pas sur ces méthodes d'instruction. Même si c'était celle de Thierry Jean-Pierre, là, qui était montrée du doigt tout au long de cette journée. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. M. Jean-Pierre est un citoyen comme un autre. La Cour de cassation a dit qu'une pièce était valable. Et je pense que nous allons demander à M. Van Ruijnbeek de procéder à l'audition du juge Jean-Pierre pour qu'il nous donne le nom de la personne qui aurait fourni cette précieuse indication qui permet à la chambre criminelle de faire tenir vaille que vaille la procédure urbaine. Qui a parlé aujourd'hui? C'est le droit. Politique et fausse facture encore le jour de son discours d'investiture. Pierre Bérégovoy l'avait promis, il lutterait coûte que coûte contre la corruption au sein des partis politiques. Premier examen de son projet de loi aujourd'hui à l'Assemblée et devant l'hostilité des députés, le Premier ministre a en partie fait marche arrière. Un recul du gouvernement à propos des entreprises. Le projet bloquait cette source importante de financement. La menace donc s'éloigne, même si les nouvelles règles du jeu ne sont toujours pas fixées. Jérôme Catala et Georges Minangua étaient cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ultime discussion entre le Premier ministre et le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Dans quelques minutes, Pierre Bérégovoy va monter à la tribune et défendre son projet de loi contre la corruption. À ses amis, qui refusaient notamment l'interdiction faite aux entreprises de financer les partis politiques, le Premier ministre adresse un message de conciliation. Il sera donc attentif, le gouvernement, aux amendements de tous les groupes et de tous les parlementaires. Son seul objectif, est de rendre transparent le financement de l'action politique comme de toute l'économie. Autrement dit, l'enjeu est d'une telle importance pour Matignon que Pierre Bérégovoy est prêt à quelques sacrifices. Les députés socialistes sont satisfaits, ils ne voulaient pas renoncer au financement des partis par les entreprises. Nous pensons qu'il faut les maintenir dans la mesure où ils sont déclarés, encadrés et contrôlés. Comme le gouvernement n'est pas opposé à ce dispositif, on trouvera bien les accords de seuil, de modalités de déclaration, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Mais pour l'opposition, les déclarations apaisantes de Pierre Bérégovoy n'ont pas suffi. Ce projet de loi est un projet de loi alibi pour les socialistes pour faire oublier leur propre turpitude. Il n'est pas du tout normal qu'un gouvernement, à quelques mois d'une élection législative, se permette de proposer un texte qui ne sera même pas appliqué à l'occasion de ces prochaines élections législatives. Le Premier ministre voulait faire de la lutte contre la corruption l'un de ses grands chantiers, mais il a bien failli provoquer une vraie rupture avec un parti socialiste inquiet à l'approche des élections législatives. À l'étranger, Sciopero Generale, grève générale, des millions d'Italiens ont suivi aujourd'hui ce mot d'ordre et le pays a été en partie paralysé. L'Italie s'engage donc apparemment dans une crise sociale très importante. À l'origine de ce mouvement, le plan d'austérité décrété par le gouvernement Amato. À Milan, vous allez le voir, la grève a tourné à l'affrontement. Nos envoyés spéciaux Marie-Hélène Tichou et Philippe Basquin étaient sur place. Sergio D'Antoni, le leader de la CISL, le deuxième syndicat italien, hué, blessé à la lèvre par un marron lancé par la foule. Main levée des manifestants lui crient vendu. Les syndicats ont appelé à la grève générale, mais seulement pour 4 heures. Une grève pour dire non à la politique d'austérité du gouvernement. À Milan, ils furent 50 000, les syndicats en attendaient 100 000. L'Italie est belle car elle est pleine de voleurs. Les manifestants ont l'impression que le gouvernement d'Amato ne demande qu'à eux de faire un effort. Je dis, Amato, change de politique ou va-t'en. Les travailleurs sont fatigués de payer tout le temps et de ne rien voir venir pour l'emploi, la santé ou les retraités. Clarté et transparence. On sait que les politiciens doivent dépenser de l'argent, mais ils doivent rendre des comptes à la communauté. Notre slogan c'est « Non au pot de vin » pour réclamer une Italie propre.
Les syndicats se veulent réalistes, ils ne sont pas contre une politique de rigueur, mais ils veulent la négocier. La rue, elle a du mal à les suivre. Et nous avons confiance dans le syndicat, mais le syndicat a eu confiance dans le gouvernement, nous n'avons pas confiance dans le gouvernement. Ici à Milan, comme dans les grandes villes du nord de l'Italie, les Italiens ont manifesté contre le gouvernement Amato. Mais aussi ils ont manifesté contre leurs syndicats. Perte de confiance dans le gouvernement, perte de confiance dans les syndicats, crise économique, crise politique. Le gouvernement Amato risque de perdre ses interlocuteurs pour discuter de sa politique de rigueur. Avant le sommet de Birmingham, le Danemark pose ses conditions. Depuis le non au référendum, le pays aimerait bien disposer d'un statut particulier, un peu l'Europe, mais sans Maastricht. C'est ce que vient de demander en tout cas aujourd'hui le Parlement danois. Un pays plutôt tranquille qui assume sans complexe son rôle de mauvais élève. Reportage Jean-Paul Géroard et Georges Minangua. Premier vent glacé sur Copenhague et sur la terrasse du Café Europa. Si l'on s'y bouscule moins qu'au soir du référendum, le 2 juin, les conversations ont peu changé. Les Danois sont encore épatés d'avoir osé provoquer le reste de l'Europe. Je suis très contente du non, je suis fière du Danemark. Je suis fière d'être danoise. Ça c'est nouveau pour moi. Cette surprise et cette fierté sont évidemment exprimées par les opposants à Maastricht, mais aussi par de nombreux Danois qui ont voté oui au mois de juin. Le refus de Maastricht a propulsé le Danemark au cœur des préoccupations mondiales. Après coup, de nombreux électeurs du oui apprécient le rôle du petit David qui a ébranlé le Goliath communautaire. J'avais peur que les autres pays voulaient oublier Danemark, alors c'est pour ça que j'ai dit oui. Oui, et maintenant, j'ai vu que tous les grands pays font attention. Ils savent qu'il y a un petit pays qui s'appelle Danemark et ils font attention à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de Danois qui n'aiment pas être dans une Europe, comment est-ce qu'on dit, monétaire. Hein, et en plus, on est aussi contre une défense commune. Et donc, s'il y avait un nouveau vote demain, vous voteriez quoi? Je crois que je voterai non. Comme elle, 6% de Danois auraient changé d'avis. Selon des sondages récents, s'il fallait voter de nouveau, le non l'emporterait avec 57% des voix. Les partisans du oui prédisaient que le Danemark serait isolé, que le Danemark serait condamné, que la situation économique danoise se détériorerait. Tout cela a été vrai, mais pas pour le Danemark. Le Danemark, lui, s'en est plutôt bien sorti. La douce ivresse du non danois risque toutefois d'être de courte durée. Le gouvernement va désormais devoir négocier un statut à part auprès de ses 11 partenaires. Les Danois affirment être prêts à bloquer l'application du traité si l'on ne respecte pas leurs différences. Les négociations du GATT, l'Europe est restée unie face aux Américains. Après 2 jours de discussions très serrées, aucun accord n'a été signé. C'est la France qui avait fait monter les enchères. Et c'est encore pour éviter une crise ouverte au sommet de Birmingham que les 12 pays de la CE se sont serrés les coudes. Il s'agit ici de ne pas isoler Paris au moment où l'Europe tente de se rassembler autour du traité de Maastricht. À Bruxelles, le reportage de François Poulet-Matisse. Si 2 jours de négociations à Bruxelles n'ont pas débouché sur un accord, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accord dans les 2 mois qui viennent, mais simplement que l'actuel climat de dramatisation ne le permet pas. Chacun admet que les points de vue se sont rapprochés et personne aujourd'hui, pas même les Français, ne prendrait le risque d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Accord donc probable à terme, mais sur quelle base ? Pour l'agriculture, le compromis devra avant tout faire coïncider les demandes américaines avec la stricte mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune. Autrement dit, des réductions de production céréalière certes, mais uniquement celles qui sont induites par la réforme et compensées financièrement. Aux experts techniques de la CE de prouver que c'est possible, ils y ont travaillé toute la journée. Les Américains de leur côté devront être un peu plus souples sur leurs chiffres et comprendre que les Européens ne lâcheront pas la spécificité de leur agriculture. Un accord signifie la coexistence entre une agriculture américaine exportatrice, riche en espace, bien que réduite en hommes, avec une agriculture européenne riche, elle, en hommes, diversifiée en produits, soucieuse de l'environnement et du paysage européen, mais également exportatrice. Une coexistence qui, aujourd'hui, est encore loin d'être acceptée par les 2 parties.
Et GATT plus PAC, les agriculteurs s'inquiètent. Les syndicats ne veulent pas relâcher la pression. De ces négociations dépend une bonne partie de leur avenir. Une journée d'action nationale sera d'ailleurs organisée partout en France demain. Mais dès aujourd'hui, la FNSEA et le CNJA ont voulu interpeller le gouvernement. La manifestation à Paris s'est soldée par quelques incidents. Dominique Vadel, Philippe Jasselin. Tout avait donc commencé de façon bucolique, une balade à Paris pour y déverser un peu de terre à proximité du ministère de l'Agriculture. Ainsi ferait-on d'une pierre deux coups, se rappeler au bon souvenir du ministre et annoncer la mobilisation agricole de demain. Mais contre-temps, à 16 h, les agriculteurs apprenaient soudainement que les camions chargés de terre étaient bloqués par la police à 500 mètres de là. Les esprits s'échauffaient alors soudainement à proximité de l'hôtel Matignon. Pourquoi cette violence, à votre avis? Parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre. C'est tout. Avec une autre interrogation, demain, la FNSEA pourra-t-elle raisonner ses adhérents? J'espère que sur le terrain, les préfets et les forces de l'ordre seront plus compréhensifs qu'ici. J'espère que demain tout se passera bien. Les esprits s'apaisaient avec l'arrivée sous bonne escorte des camions chargés de terre où les agriculteurs enterraient enfin, en début de soirée, les fameuses betteraves. Invisible depuis plusieurs jours, l'Akatsuki Maru est protégé comme un secret défense. Il est vrai que le bateau japonais doit prendre livraison sous quinzaine d'1,5 tonne de plutonium à La Hague. Un transport très protégé, une sécurité avec un soupçon de mystère, un dispositif confidentiel qui suscite des inquiétudes. Les écologistes se mobilisent et la Cogema de son côté ouvre ses portes pour rassurer. Reportage de Dominique Dumas et Philippe Guinet. À cœur et à bateau ouvert, le commandant du Pacific Teal, le bâtiment britannique jumeau du cargo japonais l'Akatsuki Maru, a fait visiter ses soutes pourtant très secrètes. Une manière de montrer que toutes les mesures de sécurité sont prises pour protéger ces conteneurs emplis de combustibles irradiés, mesure valable pour le plutonium transporté par les Japonais. Les écologistes s'étaient invités. Le Japon, si ça continue comme ça pendant 20 ans, aura 80 tonnes de plutonium, c'est trop. Donc on est contre le plutonium, non, mais monsieur, pourquoi, parce que la première application industrielle du plutonium, c'est Nagasaki, et ça nous suffit. Nagasaki? Ouais, 70 000 morts. C'est une contre-vérité, vous trompez le peuple, monsieur. Est-ce que c'était du plutonium? Sur une base scientifique qui est nulle. Vous mentez, monsieur. Qui est nulle. C'est vous le menteur. Allez demander aux scientifiques de Nagasaki si c'était du plutonium ou du chewing-gum. Vous avez visité ce bateau, vous avez vu qu'il est équipé d'une double cale, de double hélice, de double gouvernail, qu'il est en contact satellite en permanence et qu'il a par conséquent tous les moyens de lutter contre éventuellement des rencontres inattendues ou des tempêtes. Par conséquent, je pense que c'est un des bateaux les plus sûrs au terme de la sécurité. Depuis 10 ans, les combustibles irradiés traités à La Hague sont transportés par mer. L'Akatsuki Maru doit prochainement prendre livraison d'1 tonne de plutonium qui servira à alimenter les réacteurs civils japonais. Les allers-retours entre La Hague et le Japon devraient être fréquents et durer au-delà de l'an 2000. En attendant, l'Akatsuki Maru, suivant un itinéraire secret, est toujours un vaisseau fantôme. Chaque jour du procès de Max Frérot est ponctué d'incidents, interpellation du président de la Cour, déclarations antisémites. L'ancien artificier d'Action Directe revendique toujours ses convictions révolutionnaires, au point que ses propres avocats en sont eux-mêmes excédés. L'accusé se retrouve donc bien isolé. Compte rendu d'audience, Clément Veyrenal. Max Frérot n'a plus rien à dire, plus rien à déclarer. L'artificier d'Action Directe, pourtant si prolixe lors des audiences précédentes, s'est muré cet après-midi dans un mutisme crispé. Il faut dire que des témoins sont venus raconter aujourd'hui les épisodes les moins glorieux de la cavale de Frérot. Le combattant révolutionnaire et insaisissable est apparu comme un tueur froid, lâche et sans pitié. En 1987, Frérot en cavale avait été surpris dans un parking parisien par Ammar Mayout, l'un des responsables de la société dont dépendait le parking. Ammar Mayout, miraculeusement vivant, est venu raconter à la barre comment Frérot avait tenté de l'abattre presque gratuitement à la manière des exécutions sommaires. Il m'a fait m'agenouiller, raconte Ammar Mayout, il m'a dit baisse la tête,
J'ai senti le canon contre ma nuque et la déflagration est partie. C'est un miracle si je m'en suis sorti, mais aujourd'hui j'en fais encore des cauchemars. Je ne souhaite à personne de connaître des instants comme celui-là. Puis Mayout se tourne vers Frérot. Je ne vous avais rien fait. Est-ce qu'au moins aujourd'hui vous regrettez ? Je n'ai rien à déclarer, répond Frérot, visiblement déstabilisé. Mais ça me ferait plaisir si aujourd'hui vous émettiez un regret, insiste la victime. Je n'ai rien à vous dire, répond Frérot en forçant un rictus qu'il cherche maladroitement à faire passer pour un sourire. Êtes-vous à ce point un lâche pour ne pas parler ? Lance à son tour l'avocat général à un Frérot décomposé. Mais l'accusé reste assis dans son box et ne répond plus. Décidément, Max Frérot n'a plus rien à dire. Sport, football, match déterminant demain soir au Parc des Princes pour l'équipe de France. Match pour le Mondial 94 et cette fois contre l'Autriche. Une rencontre après une longue série d'échecs. 9 matchs sans victoire, on l'imagine. Les Bleus veulent absolument renverser la tendance. Ils comptent pour cela sur un duo célèbre en son temps à Marseille, le duo Papin-Cantona. Alain Dorgans et Thierry Isaac ont suivi leurs derniers entraînements. L'équipe de France qui connaît une année noire, 9 matchs sans succès, ressemble à s'y méprendre à sa devancière forte d'une invincibilité de 30 mois. Pour retrouver la lumière entretenue par Michel Platini puis estompée depuis l'arrivée de Gérard Rouillet, le 11 de France compte sur Cantona pour lui donner ce supplément d'âme qui lui fait défaut. Éric Cantona, qui a boudé la sélection nationale avec laquelle il a connu les bonheurs les plus intenses, revient de Leeds où il a étoffé son jeu pour rejoindre le groupe qu'il a façonné. D'abord c'est difficile de gagner. Même si j'ai confiance et je pense que ça va bien se passer. Nous on est devant, nous on marque des buts parce qu'on est là pour ça, quoi. Mais on marque des buts parce qu'il y a des mecs qui défendent et parce qu'il y a des mecs qui nous donnent le ballon. Le football c'est un sport d'équipe, c'est un sport de groupe, quoi. Et tu as un groupe plus qu'une équipe, parce qu'une équipe c'est un peu léger, quoi. Un groupe c'est fort. Une des clés du succès français devenue indispensable face à l'Autriche, afin de poursuivre la route de la Coupe du Monde américaine, réside dans les dispositions d'esprit de Jean-Pierre Papin. Les deux buts que j'ai marqués contre Cagliari m'ont fait le plus grand bien et je crois que physiquement je suis en train de revenir à mon meilleur niveau. Ça fait que pour ce match je me sens vraiment très bien. Jean-Pierre Papin veut confirmer demain au Parc des Princes qu'il est le meilleur attaquant européen, statut qui lui est contesté à Milan où il ne joue qu'épisodiquement, victime d'une concurrence impitoyable. Je crois qu'il n'a pas changé, c'est toujours le même. Simplement, je crois qu'on demande beaucoup plus là-bas. Et je crois qu'il y a tellement de monde que c'est très difficile de s'imposer au début. Je crois qu'il faudra encore un peu de temps. Pour l'équipe de France, en revanche, le temps est compté. Demain, le mot d'ordre sera gagné. C'est vital pour son avenir. Dans un instant, résumé en images de l'actualité de votre région. Et puis le soir sur la 3 avec Christine O'Krent, vous avez rendez-vous à 22h35. Et puis ce soir sur France 3, comme tous les mardis, les aventures de Tintin à la recherche du sceptre de Toka. Puis il ne faut pas rêver avec Sylvain Augier. Dans quelques secondes, la météo de Florence Klein. À demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.